J'ai fondé la société qui s'appelle Explicit et qui a pour vocation d'accompagner des acteurs du monde agricole dans la révélation de leur innovation, une innovation qu'on espère utile pour prendre en charge un certain nombre de sujets de grands enjeux contemporains, adaptation au changement climatique, agroécologie, etc. Et c'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à ce sujet des GV et du projet Jedi. Le projet Jedi, on vient de le voir, a eu pour objectif de créer 5 formations numériques complètes, déclinées chacune en plus de 10 modules, en accès libre, gratuit, en ligne, sur le biocontrôle appliqué au domaine des GV. GV, vous le savez tous, mais au cas où, on se le redit une dernière fois, un acronyme pour qualifier le marché des jardins, espaces verts et infrastructures. Cette journée nous offre plus largement l'opportunité de dresser un état des lieux et des perspectives des formations sur le biocontrôle et la protection biologique intégrée dans le secteur des GV. Alors, quelques définitions. On va rappeler, si besoin était, que le terme biocontrôle au sens large, on pourrait parler de contrôle biologique, regroupe un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation des processus écologiques. Et seules ou associées à d'autres moyens de protection des plantes, ces techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel ou dans les jardins, espaces verts, qui sont des milieux anthropisés. Ainsi, le principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des populations plutôt que sur l'éradication des bioagresseurs, de la flore spontanée, des insectes néfastes ou des maladies. Dans ce cadre, on peut recourir à des produits de biocontrôle. Donc on a le biocontrôle, les méthodes en général, les produits de biocontrôle qu'on peut insérer dans ces méthodes. Et ces produits de biocontrôle sont précisément définis par le Code rural comme les produits utilisant les mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des plantes et comprennent en particulier donc les micro-organismes comme des bactéries, les médiateurs chimiques comme les phéromones ou les chéromones, les substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Et ces 3 premières catégories sont considérés et sont utilisés comme des produits phytosanitaires. Et c'est comme ça qu'ils sont considérés d'un point de vue réglementaire. Il y a une 4e catégorie qui s'ajoute à ces 3 catégories de produits de biocontrôle. Ce sont les macro-organismes, essentiellement des invertébrés, donc des acariens, des insectes auxiliaires, des nématodes, qui sont utilisés pour protéger les plantes des bioagresseurs via la lutte biologique. On pense tous aux coccinelles qui mangent les petits pucerons. On est en plein dedans. Donc ces agents, ces produits, ces méthodes, tirées ou inspirées de nature, ne sont pas forcément anodines. On en a parlé assez récemment dans des documentaires, reportages, en tout cas traitements journalistiques. Et c'est pour ça que ça requiert une grande technicité. Et de l'intérêt de disposer des bonnes compétences pour leur bon usage. Et ça va être tout l'objet de notre échange d'aujourd'hui, le sujet de la journée. Et donc maintenant qu'on partage toutes les définitions, si vous en êtes d'accord, je vais donner tout de suite la parole aux partenaires du projet Jedi. Et je vais commencer par l'UPJ, l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces verts publics, oui, représenté par son directeur, Nicolas Marquet. Donc on peut applaudir. Je te laisse prendre un micro. Nicolas, peut-être un petit mot sur l'UPJ ? Oui, bien sûr. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. L'UPJ, association professionnelle spécifique aux jardins et aux espaces publics. Nous rassemblons les producteurs de supports de culture, d'engrais, d'amendements, bien sûr les produits de biocontrôle et d'hygiène publique, dès lors qu'ils sont à destination des jardiniers ou des professionnels des espaces publics. Alors on est porte-parole de cette filière, mais aussi et surtout, je dirais, vecteur d'information pour une bonne utilisation, la meilleure utilisation, l'utilisation la plus sûre de tous les produits que nos adhérents mettent en marché. Bien planter, mieux nourrir, soigner naturellement, c'est finalement la ligne qui résume bien notre pensée, en accord et en cohérence avec les principes de l'entretien et de la protection raisonnée de ces espaces. Justement, vous avez déjà
Vous publiez déjà des guides de bonnes pratiques, des synthèses réglementaires à destination de vos adhérents, de vos partenaires distributeurs, voire du grand public. Du coup, pourquoi avoir eu besoin d'aller plus loin en participant à ce projet JEDI? Les délais de mise en application des interdictions liées à la loi Labbé et de ses extensions l'an dernier, au mois de juillet, ont été très courts. Très courts en regard des enjeux du terrain. D'ailleurs, à ce jour, on n'a pas forcément de solutions disponibles pour tous les usages et pour toutes les zones concernées. Et lorsque ces solutions existent, elles nécessitent un accompagnement, une formation dans la durée pour les acteurs, de manière à obtenir leur adoption et leur généralisation. Donc cette ambition, elle est portée quelque part par le projet JEDI. Elle est portée et c'est la raison pour laquelle on s'y est associé dès le départ et on a souhaité s'y impliquer parce qu'on considère que ces formations vont constituer non seulement un moyen de contribuer à l'essor du biocontrôle, mais vont aussi probablement accompagner les utilisateurs face à certains des risques que l'on a pu observer depuis ce changement de régime. Et en disant cela, je pense notamment à tout ce qui est artificialisation ou minéralisation des GEVI, à tout ce qui est détournement d'usage, impasse technique, et si je pousse le bouchon un petit peu loin, le zéro entretien, voire même l'abandon de la pratique du jardinage. C'est ce que l'on veut éviter, et on pense que le projet de JEDI, qui va sensibiliser, qui va être dans la pédagogie, peut aider à former un très grand nombre d'acteurs, grâce à sa dimension aussi de digitalisation, pour toucher le plus grand nombre de ces utilisateurs finaux, et on sait qu'ils sont nombreux et très diversifiés dans les GEVI. Donc voilà, tout un faisceau qui fait que, évidemment, on s'est associé dès le départ à la production et à la rédaction de ces contenus. Tu parles comme facteur déterminant la loi Labbé. En 2 mots, un petit rappel des grandes échéances et des conséquences. Je vais parler sous le couvert de Dominique. En fait, je te le donne, tu es le premier à en parler, donc voilà. Et on va en parler beaucoup. Du coup, donc ce sont les interdictions des produits phytopharmaceutiques dits conventionnels depuis le 1er janvier 2017 pour les espaces publics, depuis le 1er janvier 2019 pour les utilisations par les amateurs et des extensions sur certaines zones particulières depuis le 1er juillet 2022. Merci Nicolas, je t'invite à t'asseoir. Je vais maintenant donner la parole à Julie Ferrier, qui est responsable communication IBMA France, autre partenaire du projet JEDI. IBMA, c'est l'association française des entreprises du biocontrôle. Pourquoi l'IBMA, dont on connaît bien les activités... Bien, tu as raison de t'asseoir si tu veux. Pourquoi l'IBMA, dont on connaît bien les activités tournées vers le secteur agricole, est aussi concernée par le secteur des GEVI? Alors bonjour à tous. Julie Ferrier, moi oui, du coup je représente IBMA France aujourd'hui. Je suis peut-être pas directement la mieux placée puisque moi je m'occupe de la partie communication et que c'est ma collègue qui a participé au projet de JEDI. Flora Limache. Flora Limache, en effet. Et mon directeur du coup, Denis Longevial, que je pense beaucoup connaissent ici. Mais je représente IBMA aujourd'hui dans ce projet-là. IBMA France, du coup, c'est donc, comme tu l'as dit, une association française qui représente les entreprises de biocontrôle. Aujourd'hui, on a 36 adhérents, et ces 36 adhérents, ils représentent 90% à peu près du marché du biocontrôle en France. Et donc, c'était cohérent de participer à JEDI, puisqu'on a à peu près un tiers de ces adhérents qui ont comme secteur, qui soit majoritaire ou complémentaire à d'autres activités, les GEVI. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé à ce projet. Et plus concrètement, du coup, vous avez participé, vous avez contribué à ce projet de façon à pouvoir alimenter aussi en contenu via tes collègues les formations délivrées dans le cadre de JEDI? Oui, c'était vraiment un travail coopératif pour créer les formations, créer les scripts et être aussi avec un réseau d'experts, on va dire, qui pouvaient alimenter en contenu via nos adhérents. Parfait, merci Julie. On comprend que l'IBMA du coup est à cheval sur les 2 secteurs, agricole et GEVI. On peut imaginer du coup des retours d'expérience respectifs entre ces 2 secteurs et que vous pourriez contribuer à animer cet échange. Je vais maintenant appeler sur scène Odile Colnard du ministère de l'Agriculture. Odile, le temps que vous descendez, je vous présente. Vous êtes chef de projet sur les politiques incitatives dans le domaine du végétal, tout ce qui est déploiement du biocontrôle, réduction du cuivre, sortie du glyphosate. Je vous en prie. Hop. Vous avez la charge d'animer la stratégie nationale du déploiement du biocontrôle, qui est au cœur du sujet aujourd'hui. Un mot sur cette stratégie nationale qui a pour objectif, je parle sous votre contrôle, de mettre en cohérence différents dispositifs et budgets préexistants. Comment elle se décline, cette stratégie?
Bonjour à tous et merci Pierre, merci à tous donc de m'avoir invité aujourd'hui. Alors moi je ne vais pas contribuer effectivement concrètement aux formations, mais oui, comme vous le dites, donc là, je suis là au titre de cette fameuse stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, un outil qui est issu de la loi Egalim de 2018 qui s'articule en fait en 4 axes. Un axe qui est consacré à la recherche et à l'innovation, l'axe 1, un deuxième axe qui porte sur la réglementation, la fluidification en fait de la réglementation. L'axe 3, c'est celui qui concerne davantage les formations puisque c'est l'axe de déploiement auprès des utilisateurs, donc agriculteurs et GEVI. Et donc il y a un volet formation, un volet information, un volet déploiement par le biais de plateformes de démonstration et puis un volet d'accompagnement, hein, comme aussi dans l'axe de recherche. Et enfin, un quatrième axe qui porte sur le déploiement à l'international et d'abord dans l'Union européenne de cette notion de biocontrôle justement, qui est un néologisme en fait français, mais qui est inscrit dans le code rural depuis 2014 quand même. Donc voilà, cette stratégie, c'est une chance pour nous. Oui. Et j'entends aussi, à l'échelle européenne, on pourrait tendre, grâce aux efforts déployés au sein de ce quatrième axe, vers une définition du biocontrôle reprise à l'échelle européenne sous le vocable biological control. Et oui, tout à fait. En fait, c'est le mot qui est utilisé effectivement dans le projet de règlement qu'on appelle le règlement SUR, un projet de révision de la directive pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatibles avec le développement durable. Effectivement, dans ce projet qui est examiné par les différentes instances européennes, c'est le mot biological control qui se traduira en français plutôt par lutte biologique, mais qui se rapproche quand même de notre notion de biocontrôle. Avec cette distinction à avoir que j'ai faite en introduction entre le biocontrôle en général, la méthode biocontrôle, le contrôle biologique, et puis les produits de biocontrôle, qui eux sont une liste finie de catégories et de produits concernés. Comment on va suivre le déploiement de cette stratégie nationale en faveur du biocontrôle? Alors on le suit déjà, oui, on a 3 indicateurs, donc, parce que la stratégie, je n'ai peut-être pas dit, elle court depuis 2020 et jusqu'en 2025. Donc on a 3 indicateurs qui portent sur la panoplie des solutions en fait. Donc c'est-à-dire augmenter le nombre de produits. Donc ça, c'est le premier indicateur. Donc comme vous l'avez dit, dans la catégorisation, c'est médiateurs chimiques, micro-organismes et puis substances naturelles. Donc augmenter les produits, on a démarré en 2020, excusez-moi, j'ai mon anti-sèche, à 523 et on est aujourd'hui à 735. Et le deuxième indicateur, c'est le nombre, donc la quatrième catégorie, les macro-organismes. Alors là, on a atteint 439 en décembre 2022, on était à 377 macro-organismes en 2020 au lancement de la stratégie. Avec, et le dernier, juste là, je vous coupe, oui. Avec des enjeux là aussi de maîtrise de ces populations, parce que on n'est pas en train de se dire on va balancer des insectes n'importe comment, n'importe où. Oui. Et les enjeux de maîtrise des populations et s'assurer que ça ne va pas devenir elles-mêmes des espèces invasives potentiellement. Oui, alors tout à fait. C'est peut-être précisé, ça sera peut-être dit par la suite, mais les macro-organismes, c'est une réglementation nationale, mais qui est très rigoureuse, qui passe par le ministère de l'Agriculture, mais aussi par le ministère de la Transition écologique, de l'écologie et de la transition et de la cohésion des territoires. Excusez-moi, je me mets les pinceaux. Ça change de vocable un peu souvent. Non, mais en fait, on est vraiment des 2 ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture, main dans la main responsables, parce qu'effectivement, il y a eu par le passé des problèmes, des erreurs, et donc qu'on ne souhaite pas renouveler, mais on ne souhaite pas non plus abandonner l'introduction d'organismes qui soient utiles pour la protection des végétaux. Donc vous disiez 3 indicateurs. 1, nombre des produits phyto, biocontrôle disponibles sur le marché. 2, nombre de macro-organismes. Oui. 3. Alors 3, les usages. Le pourcentage d'usages couverts par des produits du coup, de biocontrôle. Au démarrage de la stratégie, on était à 40%, et là on atteint déjà 55%, avec un objectif de 60% à horizon 2025. Donc c'est quand même, on a vraiment, pour l'instant, on tient bien nos objectifs, en tout cas les deux derniers macro-organismes et pourcentage d'usage couvert. Et cette stratégie, elle se déploie aujourd'hui aussi par le biais d'un grand défi, biocontrôle et biostimulant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce grand défi? Oui, alors c'est un dispositif de France 2030 qui n'est pas accessible en ligne parce qu'il est en cours en fait, de finalisation et de validation par les instances interministérielles. On aura quelques exclusivités avec vous ce matin. Mais il est quand même en très très bonne voie et j'en parle aujourd'hui parce que donc il s'appelle le grand défi biocontrôle et biostimulant et il concerne bien la filière agricole, les filières agricoles et également les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. C'est un soutien très important de 42 millions d'euros quand même de l'État
pour un budget de 60 millions d'euros. Donc il y aura un autofinancement nécessaire, important de la part des partenaires. Et justement, il s'articule, lui, en 3 axes. On est 13 axes dans les ministères. Donc, mais par contre, ce n'est pas du tout la même organisation. Pour le grand défi, le premier axe qui va naître cette année, c'est un axe de gouvernance, de mise en place de la gouvernance de ce grand défi sur 6 ans, en réunissant des partenaires publics et privés, de la recherche appliquée, des industriels producteurs de biocontrôle et de biostimulants, les utilisateurs, également l'aval. Enfin, ça couvre vraiment un très grand nombre d'acteurs pour construire en fait réfléchir à la recherche, le déploiement du biocontrôle et du biostimulant de demain en association avec les autres solutions existantes. C'est une animation un peu nationale de l'écosystème de oui. tous les acteurs concernés dans les sphères publiques et les sphères privées par le biocontrôle et les biostimulants. Oui. C'est un peu le prolongement du consortium national pour le biocontrôle. Oui, c'est plus oui, c'est vrai qu'il va s'inspirer des initiatives qui ont existé jusqu'à présent, mais il va aller plus loin. Ouais. Et l'un des grands enjeux, c'est aussi que le fameux groupement public-privé qui se met en place soit pérenne ou pérennisé à l'issue du dispositif des 6 ans. Et également, donc aussi, ce qui est nouveau, qui avait quand même été initié aussi par le passé par d'autres projets, mais notamment XPBC, mais c'est qu'il y ait une infrastructure distribuée, c'est-à-dire des outils mis à disposition des partenaires pour déployer, aider à avoir un réseau de tests sur le terrain, mais aussi de tests in vivo, et puis des équipements, des matériels très techniques en fait, pour développer des solutions qui sont nouvelles. Donc avec finalement des sociétés prestataires, notamment d'entreprises de biocontrôle, qui vont contribuer à ces travaux, et les industriels aussi, les industriels et la recherche. Ce que j'entends derrière ce que vous dites aussi, c'est peut-être aussi alimenter les relations entre le monde de l'agroécologie et des biosolutions d'une part et le monde de l'agroéquipement et du numérique d'autre part. Tout à fait. L'un et l'autre ont des grandes synergies à trouver. Vous disiez 3 axes pour ce défi. Vous venez d'exposer le premier, donc la structuration de cet écosystème. Oui. Alors, et les 2 autres. Alors, du coup, le deuxième, c'était l'infrastructure. Le premier, c'est la création du groupement public-privé. Le deuxième, je l'ai présenté, c'est l'infrastructure. Et le troisième, c'est les appels à projets qui vont naître une fois que la gouvernance et l'infrastructure distribuée sera mise en place, parce que les projets seront quand même préférentiellement mis en place via l'infrastructure distribuée et les partenariats par les membres de cet écosystème. Voilà. Quelle place des GEVI et de l'enjeu formation dans ces programmes, la stratégie nationale et le grand défi? Alors les GEVI, donc c'est du point de vue déjà du ministère, c'est une filière en soi pour la protection des végétaux, au même titre que les autres filières agricoles. Donc c'est essentiel. C'est déjà en fait des thématiques, des problématiques qui sont soutenues par le plan Éco-Phyto. Elles sont soutenues également par d'autres dispositifs dans le cadre de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, parce qu'elle est clairement ouverte à tous. Les GEVI, ce qu'il faut quand même bien insister, pour moi, je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour de dire, c'est que c'est une filière qui représente des enjeux particulièrement importants pour l'agriculture, parce que c'est des surfaces très étendues, où il y a un très grand nombre de bioagresseurs pour les végétaux, et qui donc sont des réservoirs potentiels pour les cultures, donc qui sont particulièrement importants à suivre. On a un expert d'ailleurs qui est spécialisé dans ces questions-là, donc c'est vraiment important. C'est aussi une dynamique d'acteurs pour lequel on a qui peuvent être des modèles en fait, par certains aspects pour la filière agricole, notamment en matière de biocontrôle, puisque comme vous l'avez cité tout à l'heure, la loi Labbé a conduit à l'interdiction de l'usage de produits dans les GEVI. Donc la filière est en avance par rapport à l'agriculture. Elle a donc déjà construit des solutions, mis en place des réseaux dont on pourra s'inspirer en agriculture. Ouais. Même si les modèles économiques et organisationnels sont bien sûr très différents, on peut imaginer des ponts. Donc d'autant plus que les distributeurs de solutions sont parfois les mêmes. Entre le monde agricole et le monde des GEVI. Et concernant du coup plus spécifiquement la formation. Oui, alors la formation, oui, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. La formation, c'est également en agriculture une thématique particulièrement prégnante,
Alors, je vais parler du projet, du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricole. Alors, j'ai vu que cette semaine, donc effectivement, les discussions et la concertation ont démarré déjà depuis fin d'année dernière. Mais là, on a la chance d'avoir depuis cette semaine les résultats des groupes de travail de concertation qui sont accessibles en ligne sur le site du ministère. Donc, dont il y avait 3 groupes de travail et 2 premiers en fait, nous concernent de près ou de loin la formation. Le premier, c'était sur l'orientation et la formation, et le deuxième sur l'installation et la transmission. Donc, il est notamment question des non-issus du milieu agricole, qui sont un enjeu très important. Donc, vraiment, je pense qu'à tout point de vue, des ponts sont à faire entre les deux. Et je voulais aussi citer un projet de diagnostic qui est financé comme le grand défi biocontrôle et biostimulant, un projet de diagnostic de formation d'un dispositif qui là s'appelle Compétences et métiers d'avenir de France 2030, qui vient de s'initier sous la houlette de Laetitia Zurletto, d'INRAE à Sophia Antipolis, et qui va permettre de faire l'état des lieux des formations et des besoins dans le domaine du biocontrôle et des biostimulants. Donc un prolongement finalement déjà de cette journée JEDI, et le projet s'appelle Effort to Bio. Alors, effort de bio en français. Effort de bio, mais enfin, on peut dire les deux. Soyons voilà. plus simples. Et je crois que dans l'Assemblée, il y a beaucoup d'acteurs de ce projet. Parfait, merci beaucoup Odile, je vous laisse vous asseoir. Peut-être que vous pouvez vous décaler juste d'un cran, comme ça vous êtes en dessous de vos noms, ce qui peut être un peu logique. Et je vais maintenant proposer, avant de rentrer dans le cœur de la conférence, à Annabelle Levert de me rejoindre. Annabelle, tu es la chef d'orchestre du projet JEDI, avec l'équipe d'Akinao, dont tu assures la présidence. Tu es organisatrice également de l'événement aujourd'hui. Donc Akinao, c'est le spécialiste de la chimie des substances naturelles pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous proposez des services d'expertise conseil, des prestations analytiques sur le biocontrôle et les produits naturels. Et vous avez porté le projet JEDI avec My Green Training Box, qui est l'opérateur de formation qui déploie maintenant ce contenu. Pourquoi cette journée et pourquoi le projet JEDI, même si on a un peu compris et commencé à répondre à la question? Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Grand merci à Dominique de son accueil ici aujourd'hui. On est vraiment ravis finalement d'être là aujourd'hui, parce que la journée aujourd'hui qu'on est en train de faire, ça va clôturer les 2 ans du projet JEDI. Donc Nicolas a commencé à en parler tout à l'heure. Pourquoi le projet JEDI? L'enjeu, c'était vraiment de créer des contenus de formation sur le biocontrôle dans le secteur des GEVI en accès libre et gratuit, grâce à la collaboration, et je vais revenir, et la coopération de nombreux experts et de nombreux acteurs. Et donc pendant 1 an et demi, je dirais, on a eu la tête dans le guidon à créer des contenus, à les diffuser et à les mettre en ligne, et puis à regarder un petit peu comment ils vivaient. Et on a souhaité finalement clôturer ces 2 années de production par prendre un petit peu de la hauteur, en se disant, là, on a travaillé sur la création de contenus qui répondent en partie, on y reviendra, à un besoin. Et qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre en perspective? Comment on peut imaginer aller plus loin et faire vivre ces contenus qu'on a tous ensemble contribué à créer? Et comment on peut aller plus loin? C'est quoi maintenant? Comment on va s'emparer de tout ça et comment on va le faire vivre? Donc vraiment, la journée d'aujourd'hui, elle vient clôturer ces 2 années cette année et demie de production. Et je vais d'ores et déjà aussi également donner un grand merci à tous les experts qui ont contribué à créer les contenus là. On a vu plus de 30 experts, certains sont là dans la salle aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui. Et ça a vraiment été un travail de coopération scientifique, technique et pédagogique avec l'équipe de My Green Training Box pour créer ces contenus là. Donc un grand merci à vous tous pour votre contribution. Tu l'as dit, c'est des contenus qui sont aussi très synthétiques. Est-ce que, pour être un peu cash, c'est pas un peu ambitieux de vouloir former des vendeurs et des applicateurs qui sont des pros à coup de mini-vidéos et de micro-learning? Alors, c'est ambitieux dans la façon dont on a créé les contenus. Et je suis assez fière de ce qu'on a réussi à faire. Enfin, on est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on a réussi finalement à apporter de l'expertise dans différents secteurs. Vous allez voir, il y a 5 formations. On a une formation dédiée aux applicateurs spécialisés, aux jardineries, aux pelouses sportives, des études de cas, des notions générales. Donc c'est ambitieux dans son contenu et dans la façon dont on l'a créé et monté. Donc ça, c'était vraiment l'ambition du projet. Et la deuxième ambition, c'était que ces contenus-là soient en accès libre et gratuit. Évidemment, ce sont des formats qu'on appelle du micro-learning. Donc c'est des formations en auto-formation qui durent à peu près une heure et demie. Chacun va à son rythme,
évidemment, mais donc on a la possibilité de s'auto-former si on est satisfait par ces contenus-là. Mais c'est une brique. C'est une brique de déploiement de formations qui vont être sur le terrain, dans les différents secteurs d'activité. Vous verrez tout à l'heure, on a une vidéo qui explique comment on peut justement utiliser les contenus. On va avoir des formateurs, des enseignants qui vont, et c'est déjà le cas, c'est déjà utilisé comme ça, hein, qui vont utiliser les contenus, par exemple en positionnement d'actions de formation sur le terrain, en magasin ou en présentiel. On va avoir des enseignants, des formateurs qui vont utiliser tout ou partie des contenus, des documents PDF, une vidéo de temps en temps pendant une formation en présentiel ou encore en évaluation. L'enjeu du projet JEDI et l'enjeu plus global de ce qu'on développe sur My Green Training Box, c'est de fournir du contenu qui est qualitatif d'un point de vue scientifique et technique, ce qu'on a fait, puisqu'on s'est associé avec un pool de 30 experts hyper spécialisés dans leur domaine, et également des contenus qui soient qualitatifs d'un point de vue pédagogique. C'est ce qu'apporte l'expertise de My Green Training Box. On apporte de la pédagogie et on va créer donc des contenus qualitatifs d'un point de vue pédagogique et qualitatifs d'un point de vue scientifique. Et ensuite, ces contenus ne demandent qu'à vivre, y compris dans des formations en présentiel, sur le terrain, dans des formations spécialisées, des vraies formations longues, on va dire. Un autre modèle de formation. Voilà, et c'est vraiment l'enjeu de la journée aussi. C'est de se dire, on a plusieurs modèles de formation et on a des choses hybrides, on a de la mise en œuvre, etc. Typiquement, je vais vous donner un exemple qui va sans doute parler à tous. On travaille beaucoup, on a créé des contenus avec différents partenaires sur la réglementation. Un PowerPoint de réglementation, on le sait, des fois, c'est toujours un peu rébarbatif. Là, l'idée, c'est de Dis pouvoir... pas ça devant les gens du ministère. Non, mais un PowerPoint de 30 slides de réglementation pure et dure, ça peut être, face à un public qui sont des techniciens, ça peut être des choses qui sont pas forcément faciles à appréhender, et en tout cas à emmagasiner. Et là, l'idée, c'est de se dire en une vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, et on a donné l'essentiel, et ensuite, on peut aller plus loin. On peut aller discuter de vraiment quels sont les points spécifiques et précis. Donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est de se les approprier, que les formateurs, que les techniciens, que les vendeurs en jardinerie se les approprient pour derrière les faire vivre selon leur propre pédagogie. Donc on comprend que ça ne vient pas se substituer aux formations initiales ou continues, mais c'est plutôt du contenu à valoriser, donc soit en auto-apprentissage de manière autonome, soit justement dans le cadre de ces formations initiales ou continues. Complètement. Quel programme tu nous as concocté aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va avoir 4 sessions professionnelles. Donc on va aborder ça dès maintenant. Et on va avoir une ouverture en fin de... Donc le projet JEDI, il est GVI Pro. Hein. C'est vraiment la façon dont on l'a monté, c'est GVI Pro. Mais on a quand même souhaité faire une ouverture en fin de journée sur la partie plutôt jardinier amateur. Donc on aura une ouverture en fin de journée sur la partie jardinier amateur. Merci. Merci Annabelle, je t'invite à t'asseoir au cas où il y a une petite photo qui se fasse et comme ça on peut relayer ça à terme sur les réseaux sociaux avec vos noms au-dessus. C'est parfait. Pendant ce temps-là, moi je me tourne vers vous, vers la salle. Préparez-vous à être des participants actifs parce que donc on compte sur vous pour bien sûr écouter religieusement les interventions, les vidéos qui vont valoriser les résultats du projet JEDI et qui vont ponctuer la journée. Mais vous ne serez pas passifs. On va vous demander... vous ne manquerez pas d'ailleurs de poser des questions aussi à tous les intervenants. Hein, je compte sur vous et ceux qui me connaissent savent que quand il n'y a pas de questions, je désigne quelqu'un de manière autoritaire et donc il aura une question à poser quoi qu'il se passe. Et surtout, on va vous proposer de répondre à des quiz tout au long de la journée. Donc vous pouvez dégainer d'ores et déjà vos smartphones. Vous avez le droit de ne pas les mettre sur mode avion. Par contre, ce qui est impératif, c'est de les mettre à minima sur mode vibreur. Il vous suffira de flasher un QR code pour accéder au quiz. On vous explique tout ça dans un instant et on va compter les points. Donc je compte sur vous pour participer et être studieux, que le meilleur gagne. Et je vous dirai tout ça, mais gardez la session ouverte tout au long de la journée. Voilà, merci à vous 4. On peut les applaudir pour cette introduction.